Beaucoup de gens parlent du LBD 40. Là, le Conseil d'État a rendu sa décision comme quoi c'était pas illégal de l'utiliser. Euh, En dehors de toutes ces polémiques, il y a un petit détail dont on parle jamais, c'est que ce fusil qui est fait en Suisse, cette même compagnie vend aussi des munitions, mais ce ne sont pas celles-là que l'État français a achetées. Alors je ne sais pas si tu connais ce point de détail. Si je le connais, il y a des collègues qui nous l'ont remonté. Et en fait, c'est un problème général dans la police française. C'est que pour faire des économies, on achète des munitions moins bien. Donc voilà, donc c'est le cas par exemple pour cette arme-là. Les munitions, d'ailleurs, le fabricant a fait un communiqué en disant que c'était peut-être une des raisons pourquoi il y avait autant de blessés et de mutilés avec cette arme-là. Et prenez nos munitions et c'était encore plus important pour ALBD. Je donne l'exemple parce que par exemple, nos Six Hour qui sont nos armes de pistolet qui permettent de tirer, ils ont choisi un Six Hour au rabais qui peut faire qu'un certain nombre de tirs et après le canon explose. Donc en fait à chaque fois on est sur de l'économie, même sur des choses qui peuvent avoir des conséquences graves à la fois pour les fonctionnaires et sur les personnes sur lesquelles ils peuvent être amenés à les utiliser. Donc la société suisse qui fabrique le LBD dit qu'elle a des munitions qui sont moins puissantes, mais qui, bon, comme elle est suisse évidemment, c'est plus cher. Donc l'État français, avec prisonnier un peu du fait qu'il doit faire des appels d'offres, et donc en fait, à cause du budget, ils ont pris une société américaine qui les fabrique pour moins cher, mais qui sont en fait plus puissantes. Voilà, c'est ça. Donc une fois de plus, pour des raisons budgétaires, on arrive à ça produit des drames. Donc c'est malheureux de mettre des billets face à des vies humaines. C'est des grandes critiques qu'on entend des Gilets jaunes, c'est qu'il y a des black blocs par exemple, qui sont parfaitement identifiables, qui sont habillés tout en noir, qui se masquent le visage, qui sont vraiment préparés pour le combat. Et ceux-là, on a l'impression qu'ils ne seront jamais arrêtés. Donc c'est vrai que s'il pouvait y avoir une solution à ça, ce serait bien que les Gilets jaunes ne soient pas pris à partie quand eux n'ont rien fait de mal. Et c'est ce que tout le monde demande. Les Gilets jaunes le demandent et les manifestants, de façon plus générale, le demandent. Nos collègues le demandent parce que ça leur évite de se prendre des pavés. Puis ils ont le sentiment d'accomplir la sécurisation réelle de la manifestation et des manifestants. Et du coup, pour le moment, on n'a toujours pas l'explication de pourquoi on n'a pas les ordres d'intervention au bon moment, tout de suite, en disant, bah là, pour le coup, on les voit s'équiper, on les voit avec des armes par destination, des pavés, des battes, tout ce qu'on veut. Ce serait le moment d'intervenir. Et là, c'est le problème, c'est que sur un maintien de l'ordre, pas d'ordre, pas le droit de bouger. Donc c'est quoi? C'est le préfet qui est dans la salle de commande qui ne donne pas les ordres? C'est le préfet, bon, lui c'est celui qui chapeaute tout sur Paris, c'est le préfet de police et dans les autres départements. C'est qui en ce moment? C'est monsieur alors je sais jamais, je confonds, il y en a deux qui ont le même nom, c'est Delpuech, monsieur Delpuech. Delpuech, Ou Dupuche, non Delpuech, voilà. Du coup c'est lui qui chapeaute toute la pyramide et après il doit faire confiance aux gens qui sont sous lui. Voilà, oui, parce qu'il ne peut pas avoir vu partout quand il y a plusieurs manifestations dans plusieurs points de Paris. Mais ces ordres, ce serait intéressant de savoir quels ordres il donne. C'est lui qui donne les ordres les plus critiques, s'il y a vraiment besoin. Et après, il y a des directeurs en dessous qui posent également problème dans la police nationale, des grands directeurs, dont M. Gibelin, par exemple, qui s'était fait notamment remarquer pour ses parjures à l'Assemblée nationale dans l'affaire Benalla. Et qui est responsable, par exemple, sur Paris, de l'ordre et de la sécurité parisienne. C'était quoi cette histoire de parjure? Qu'est-ce qu'il a dit qui s'est révélé être faux? Ah ben c'est lui, il s'est parjuré le jour au lendemain. Il avait dit non, Monsieur Benalla est bienvenu. On l'a rencontré alors qu'il était pendant sa période de suspension. Et sa collègue, son adjointe de mémoire, lui a dit mais tu te rends compte de ce que tu as dit, faut que tu reviennes. Alors il a renvoyé un courrier à l'Assemblée nationale, à la commission des lois, en disant non mais en fait j'ai mal compris la question. Donc il a été réauditionné et il a dit non mais en fait il n'était pas là à ce moment-là. Donc il y a forcément un des deux où il a menti. Et après ce qui est amusant c'est qu'au mois de novembre, monsieur le préfet de police a décoré monsieur Gibelin donc de l'ordre, il l'a fait officier de l'ordre national du mérite. Et l'adjointe qui a fait remarquer à monsieur Gibelin qui peut-être il avait dit des choses qui allaient mettre à mal l'Élysée, elle également aussi a une jolie médaille de l'ordre national du mérite en même temps. Ça a été relevé par les médias, ça? Par le canard enchaîné comme souvent quand il y a quelque chose de croustillant. D'accord. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour séparer ces gens-là du pouvoir politique, pour qu'ils soient indépendants? Est-ce que c'est possible? Il y a des pays où c'est indépendant ou... En fait, en France, ce serait possible si on appliquait le code éthique de police européen. C'est un code éthique qui est magnifique. C'est l'Europe, des fois, fait des choses mauvaises pour les populations. Et quand il y a des choses qui sont bien, ce serait bien qu'on nous les applique. Et dedans, il y a marqué, par exemple, que la police nationale doit faire l'objet d'un contrôle externe. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils sont plus en autocontrôle interne, il y a forcément des gens de l'extérieur qui vont pouvoir contrôler, ce qui permettrait de mettre un contre-pouvoir à ces nominations internes, à toutes ces choses où finalement on parle de l'IGPN. De l'IGPN et de toute façon, de façon plus générale, la police nationale. Mais l'IGPN est le premier organe qui devrait sauter
si on respectait ce code éthique. Sauter ou alors être qu'on mette des citoyens à l'IGPN. Je parlais en tant d'institution policière qui enquête sur la police et qui fait des recommandations. Parce que par contre, l'Europe prévoit qu'il y ait des citoyens, des magistrats, enfin ils prévoient n'importe quoi. Ils disent le pays est libre du moment que ce ne soit pas la police et qu'elle qui enquête sur elle-même et qui fasse des préconisations sur elle-même. Et comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte d'avoir des gens qui ne sont pas dans la police, qui puissent juger des flics? Il y a quand même des enquêtes à faire, il y a toute une procédure, il faut quand même avoir un esprit policier pour pouvoir faire ça. J'ai envie de dire, les cours d'assises, c'est des jurys populaires. Hein. Ouais. Donc voilà, on tire des gens au sort, on leur ramènera des dossiers en disant voilà comment ça se passe. Ils pourraient écouter les préconisations de chacun et prendre une décision, je veux dire, avec le bon sens commun, j'allais dire, sans parti pris. Tu parles de porter plainte contre X plutôt que contre un flic en particulier. Qu'est-ce que ça changerait? Ça change que si on porte plainte contre une personne, la justice, son enquête va se limiter à cette personne. Même si l'enquête détermine d'autres choses, si la plainte ne l'a pas déterminé au début, le juge est limité parce que la personne victime, le plaignant, lui a donné comme cadre d'enquête. Donc si on reste, on dit je porte plainte contre monsieur machin ou madame machin, le juge ne pourra pas aller plus loin, même si on trouve des éléments. Donc le mettre contre X, on peut dire par exemple contre monsieur ou madame machin et contre X. Ou alors si on a les noms dans la hiérarchie qui ont ce jour-là, ce qui est quand même très compliqué quand on est extérieur, dire je porte contre lui. Voilà. Et à ce moment-là, ça permet au juge, en fonction de ce qu'il pourra trouver comme élément, si c'est soit une faute personnelle, il n'y aura que la personne incriminée de base qui sera poursuivie. Mais si on se rend compte qu'il y a un manque de formation, par exemple que l'État n'a pas fait l'effort d'acheter des bonnes munitions, qu'il y a un contexte, les unités n'avaient pas les formations de maintien de l'ordre, un ordre complètement aberrant a été donné de la salle de commandement par rapport à la vue d'ensemble. Donc tout ça, ça peut être déterminé que s'il y a une enquête. Et si on oublie de mettre contre X, tout ça, même si l'enquête le voit, le juge ne pourra rien en faire. Est-ce qu'il ne faudrait pas, en plus de tout, que les ordres qui sont donnés de la salle de commande soient enregistrés et qu'on puisse y avoir accès? Ils sont enregistrés, donc voilà. Après, les avocats se battent pour avoir accès. C'est pour comprendre certaines situations, avoir les plans également de déploiement des effectifs. Mais c'est une fois de plus l'opacité du système qui, des fois, met du temps. Même face à la justice, le ministère de l'Intérieur résiste. Est-ce qu'il n'y a pas, c'est pas vraiment ton domaine, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de désespoir des flics qui voient que les gars qu'ils interpellent sont relâchés peu de temps après, que c'est un peu toujours les mêmes gars qu'ils interpellent, que la justice derrière ne fait pas forcément son travail d'incarcérer les gens qui devraient l'être? Alors sur ce côté-là, nos collègues sont plutôt blasés. Voilà. Ouais. Et blasés, c'est dire qu'en fait, au final, ils ne vont plus faire grand-chose. Ça, c'est la démotivation. C'est un autre problème dans la police nationale. C'est qu'on dit qu'on travaille pour rien, donc quitte à travailler pour rien, on va arrêter de le faire. Donc voilà, on va regarder ailleurs quand il y a quelque chose, on sait qu'on va arrêter telle personne, va être relâchée 2 heures après. Donc on va se gagner du temps, on ne va pas l'arrêter. Et comme ça, ce sera peut-être 2 heures de plus sur la voie publique, mais nous, on n'aura pas perdu de la paperasse dans tous les sens. C'est dû à quoi ça? C'est dû au fait qu'il n'y ait pas de place en prison ou que les juges soient très laxistes? C'est simple, sur la justice, je ne peux pas me prononcer. Sur la justice qu'on discute avec, j'avais été dans une commission parlementaire, on avait été invité avec des magistrats, des avocats et des policiers. À noter que les syndicats, donc Unité et Alliance, n'avaient pas voulu venir parce qu'ils ne voulaient surtout pas débattre avec d'autres personnes. Voilà, donc ça montre aussi l'état d'esprit de nos syndicats majoritaires. Nous aussi dit on est allés parce que c'était l'occasion justement d'avoir, c'était sur la réforme pénale qui est en cours. Et en fait le problème qu'ont les magistrats notamment, ils disent nous en fait dans le panel de sanctions possibles et applicables, c'est soit rien, soit la prison. Il y a d'autres peines qui sont possibles à appliquer, notamment celles qui seraient intéressantes, c'est les travaux d'intérêt généraux. Tu as fait un tag, tu vas le nettoyer, tiens tu vas passer 10 heures à le nettoyer, tu as pris 5 minutes, tu vois, ça va te servir de leçon. Le problème, c'est qu'il n'y a pas les moyens, parce que derrière, il faut des policiers pour surveiller ça. On n'a pas, donc ils ne peuvent pas prononcer ces peines-là. Donc ils ont le choix entre 2 peines diamétralement opposées, et sachant que les prisons sont pleines. L'autre chose aussi, c'est que par exemple, sur Paris, quand nos collègues en judiciaire veulent appeler le procureur pour savoir qu'est-ce qu'ils font de quelqu'un, par exemple le mettre en garde à vue, les suites judiciaires, il faut des fois 3 heures pour avoir le procureur. On met le téléphone, et on attend 3 heures juste pour savoir ce que le procureur va prendre une décision en 15 secondes. Voilà les faits. 15 secondes pour prendre votre décision, monsieur le procureur, parce qu'il y a encore tous les autres services qui vous appellent. Donc en fait, il y a un vrai manque de moyens aussi sur le reste de la chaîne judiciaire. Comment c'est possible qu'on ait 3 heures d'attente au téléphone? C'est-à-dire que pendant ce temps-là, on ne peut pas faire d'autre chose et qu'il y a quelqu'un qui est en garde à vue. Vous voulez dire littéralement, il faut rester au téléphone 3 heures, c'est-à-dire qu'on pose le téléphone pendant 3 heures et on attend que le magistrat décroche. Ah ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, des fois, donc, je ne pourrais pas me prononcer sur le fait que les juges sont laxistes ou pas, s'il n'y a pas assez de place en prison ou pas. Par contre, je peux me prononcer sur le fait que quand nous, on veut faire notre travail, derrière, la chaîne judiciaire n'a pas les moyens de suivre par rapport à ce qu'on fait. L'affaire Benalla, est-ce que c'est une particularité française? Est-ce que ça aurait pu arriver dans un autre pays?
Un gars qui va faire la police parce qu'il a un papier de l'Élysée qui lui permet de le faire? Ça doit pouvoir arriver dans certaines dictatures, mais ils légalisent ça avant, quoi. Et puis dans d'autres pays, ils essayent d'être plus discrets. J'imagine que, je ne sais pas si ça peut arriver dans des pays comme les États-Unis ou la Russie, mais s'ils le font, et au moins ils ne se font pas prendre. Donc j'allais dire, dans notre malheur, nous ça s'est vu, on a pu intervenir. Et on est partie civile dans cette histoire parce que cette histoire nous a particulièrement choqués. Ah, Vigipolis est partie civile de cette histoire. On a déposé plainte dès qu'on a eu les éléments, on s'est dit c'est catastrophique. Parce qu'il y a quelqu'un qui a usurpé une qualité de policier. Personne n'a saisi le procureur. Alors c'est bien, pour des conneries, la police nationale est capable de saisir le procureur. La personne dans la chaîne hiérarchique a saisi le procureur. Donc le procureur... Pour Benalla. Pour Benalla, alors qu'il aurait dû être saisi 10 fois. En fait, ça aurait été à qui de saisir? Dès qu'un directeur, un responsable de la police nationale voit ce qui s'est passé et il sait que ce n'est pas un policier, il aurait dû saisir le procureur. Chacun a dit, je pensais que mon supérieur allait le faire, je pensais que l'Élysée allait le faire, je pensais que... Et le procureur n'a pas été saisi. Alors qu'en fait, il aurait dû être saisi 10 fois. Et le procureur peut s'autosaisir aussi. Encore est-il, il faut qu'il sache qu'il se passe quelque chose. Ah. Et le procureur, je ne crois pas qu'il peut s'autosaisir. Donc justement, ce qui pose problème, c'est qu'il faut que quelqu'un le saisisse. D'accord. Et qui d'autre comme syndicat s'est porté partie civile pour cette histoire? Alors, Unité GP, qui est un des majoritaires, mais pas pour les mêmes raisons. C'est quand on regarde leur présence média quand l'affaire a été déclenchée, silence radio. Les médias nous ont dit qu'ils ont comme instruction de ne pas venir nous parler, tout simplement. Et par contre, quand des commissaires ont été mis en cause, leur grande cause, c'est les commissaires sont tous méchants. Alors que nous, on pense que c'est un travail d'équipe. Il y a des commissaires qui, effectivement, faut recadrer. Il y en a qui font bien leur travail. Mais donc là, il y avait des commissaires, c'était les méchants, il fallait les dessouder. Donc ils sont portés partie civile. Et on se demande également si c'était pas aussi pour informer d'autres personnes extérieures à l'enquête. Mais ça, ce ne sera que des suppositions. C'est juste par rapport... Les informer, c'est-à-dire comme ils ont accès au dossier en tant que partie civile, et que pour le moment ils mangent dans la gamelle du ministre de l'Intérieur avec des arrangements entre amis, comme on a pu le voir aux dernières élections avec la fraude qui a été laissée faire, on se demande s'il n'y a pas, ils ne peuvent pas non plus par ce biais-là informer le ministère de l'Intérieur. Maintenant, s'ils respectent le secret de la procédure, non, mais nous ne pourrons pas répondre à cette question. Nous ne pourrons faire que des suppositions de leur intérêt dans l'affaire. On va enfin pouvoir poser les bonnes questions en ayant tous les éléments, parce qu'il y a des questions qu'on pose, le coffre de M. Benalla qui a disparu, des choses comme ça, qu'est-ce qu'il y avait dans ce coffre, pourquoi il avait les mêmes armes que nos collègues du GSPR, donc le groupement de protection de l'Élysée. Alors, puis maintenant on a d'autres nouvelles questions, pourquoi il travaillait avec M. Kras, et ils avaient des sociétés privées qui travaillaient avec les Russes, pourquoi M. Benalla a fait le tour du monde avec ses passeports, pourquoi surtout l'Élysée, qui était le point de départ, n'a pas donné l'alerte et a laissé éventuellement des collègues se faire agresser au motif de ces vidéos de violence policière. Donc on a plein de questions à poser, on aura vraiment cette fois-ci tous les éléments pour poser les bonnes questions au juge d'instruction. Une petite publicité, je passe en conseil de discipline pour avoir balancé plein de trucs le 20 février à la préfecture de police. Parce que j'ai manqué de loyauté envers ma hiérarchie, ils veulent me révoquer. Donc s'il y en a le 20 février qui sont disponibles, vous êtes les bienvenus à côté de la préfecture de police. Pour venir te soutenir? Pour venir me soutenir. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer, il y a une pétition en ligne qui ne coûte rien sauf un petit clic. Et grâce pour le moment au don, on a mis 2 cagnottes, une sur le pot commun, une sur Litchi, ce que certains nous avaient fait remarquer. Litchi, on ne donnera plus jamais à cette cagnotte. Donc voilà, comme ça on laisse la liberté de choix, qui a permis donc que j'ai pu aussi avoir un avocat pour ce conseil de discipline. Mais malheureusement, ça restera peut-être pas que là. Et on a d'autres collègues qui également, mon collègue Noah Manoir qui est à Axelron aussi, qui font des plateaux télé, qui disent tout ce qui ne va pas dans la police. Noah Manoir est en attente de son conseil de discipline. Donc si vous voulez encore avoir des informations sur ce qui se passe dans la police et que des policiers républicains puissent encore avoir un syndicat où venir, et si jamais une de ces 4 choses-là vous pouvez les faire, ce sera un grand soutien pour nous. Donc qui c'est qui déclenche ça? C'est tes supérieurs ou Mes supérieurs, parce qu'on avait, alors c'est parti, la petite histoire, c'était parti on avait dénoncé des fonds d'écriture publique sur les chiffres de la délinquance, d'ailleurs qui ont encore une fois de plus cette année baissé, notre ministre s'en félicite. Alors il faut savoir comment ils font baisser les chiffres. Par exemple, quelqu'un se fait cambrioler son garage, il n'y a rien qui a été volé, c'est pas du tout un vol avec effraction, une tentative de vol avec effraction, c'est une dégradation. Donc du coup, ce n'est plus la même qualification, le nombre de vols baisse. Quand quelqu'un se fait voler son téléphone portable, il se fait arracher de la main, normalement c'est un vol avec violence sur personne, c'est requalifié en vol simple, comme ça les atteintes aux personnes diminuent. Et c'est que des manipulations de ce sens-là, donc nos collègues nous avaient donné les preuves, des victimes avaient témoigné qu'on n'avait pas pris en considération leur souffrance, et en fait nos commissaires touchent des primes, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur ces chiffres falsifiés du coup. Ils sont très bons, voire des promotions. Et du coup on avait saisi l'IGPN en disant quand un policier commet un crime ou un délit dans le cadre de son activité, notre directeur général couvre ses agissements.
Et le directeur général avait dit, du coup, je ne vais pas me poursuivre, moi je suis innocent, par contre je vais vous attaquer pour manque de loyauté, atteinte au crédit et au nom de la police nationale parce que vous avez mis sur la place publique des choses qui n'auraient pas dû sortir, et manquement au devoir de réserve. J'avais été auditionné à l'IGPN et j'avais été assisté par un journaliste de Marianne, qui a été menacé d'ailleurs au passage pendant cette audition. Et pour m'incriminer, comme ils n'avaient vraiment rien, déjà ils m'ont poursuivi en tant que syndicaliste pour me sanctionner en tant que fonctionnaire. En tant que fonctionnaire, je suis très bien noté, donc ils n'avaient rien à me redire. Ils m'ont présenté des documents falsifiés, en me disant pourquoi vous avez écrit ça. Je dis, je ne l'ai pas écrit, mais nous c'est la question qu'on pose en fait. Je ne peux pas répondre à votre question, donc vous refusez de répondre à la question. Mais c'est pas que je refuse, c'est que ce document n'est pas de moi. Donc voilà, donc c'était un petit jeu comme ça. Ils avaient dit, le directeur nous a demandé que le problème soit réglé avant les élections. Il n'y a rien eu depuis. Et curieusement, suite aux dernières prises de position, notamment sur le mouvement des Gilets jaunes, le maintien de l'ordre, du coup ils ont ressorti le dossier, ils ont dit conseil de discipline du coup. Et donc je suis poursuivi parce qu'on a dénoncé des choses vraies, avec des procédures pénales en cours. On a redénoncé d'autres choses, un médecin statutaire dans l'Est de la France qui persécute ces personnes. Alors là, ils ont gagné du temps, ils ont dit on ne va même pas vous auditionner, on va directement vous accuser. Conseil de discipline, et le conseil de discipline, le jour J, j'attends qu'ils me remettent mes dernières prises de parole parce qu'il n'y a pas de règles vraiment. Mais par contre, ça s'est déclenché juste après les prises de parole médiatiques pour les Gilets jaunes. Donc au final, dans la police nationale, quand on dénonce des crimes et des délits en interne par notre direction, celle-ci nous poursuit disciplinairement et peut nous révoquer, ce qu'ils veulent faire, parce que ceux qui vont nous juger seront les gens que j'ai mis en cause, et les syndicats majoritaires qu'on a accusés de fraude aux dernières élections. Du coup, peuvent nous dire, écoutez, vous nous accusez de crimes et de délits, mais nous on pense que c'est plus important de vous révoquer parce que vous portez atteinte au crédit et au nom de la police nationale, vous ternissez son image en mettant ça sur la place publique, et vous nous manquez de loyauté à titre personnel, parce qu'on est quand même vos chefs, et vous devez être loyal envers nous. Alors que la loyauté d'un policier est envers le peuple. Voilà. Mais c'est une conception compliquée à faire. Donc voilà, donc c'est cette petite histoire qui fait que... 20 février, à quelle heure? 20 février, nous on a dit aux gens de venir à 8h45, 8h30 pour ceux qui peuvent, comme ça on peut discuter un petit peu avant, et moi je rentre en conseil de discipline à 9h15. C'est eux qui décident ce qui est bien ou pas bien, et c'est eux qui décident de l'échelle de sanction. Ce qui veut dire que plus on est petit dans la hiérarchie, ou plus on leur casse les pieds, plus le fait fautif sera imaginaire et plus la sanction sera lourde. Et à l'inverse, plus on est copain avec la hiérarchie, plus on est haut placé et qu'on a des connaissances politiques, plus on est innocenté. Je donne le dernier exemple date. Le directeur adjoint du renseignement à Paris, pendant la période des attentats du 13 novembre, avait pris sur la caisse antiterroriste pour payer les traites de son château en province qu'il n'arrivait plus à payer. Voilà, sa sanction très difficile pour avoir volé de l'argent et détourné des fonds. Finalement, la sanction, comme il a remboursé, c'était un emprunt. Voilà, c'était pas du tout du vol, ça a été requalifié. Sa sanction donc a été déplacée, aucune autre sanction. Et l'administration n'a surtout pas posé la question de savoir si jamais les sous qui ont été à ce moment-là empruntés, donc officiellement, n'auraient pas pu être utiles sur certaines surveillances de cellules pour participer au 13 novembre. Il n'y a pas eu les questions, ils n'ont pas posé les questions, donc du coup ils n'ont pas eu besoin d'avoir les réponses. Mais ce commissaire était de la famille de M. Giscard d'Estaing. Ah. Voilà, c'est sorti dans le Parisien, donc c'est facile, également vérifiable, c'est sur la place publique, et malgré que ce soit sur la place publique, voilà. Donc en fonction de comment on est, on n'a pas les mêmes sanctions et les mêmes diligences de notre gentille administration. Bien compris. Et bonne chance à vous, camarades. Merci, c'est gentil, et puis aux Gilets jaunes, courage, parce qu'on a un combat sur le pouvoir d'achat, juste de mieux vivre à la fin du mois, et c'est pour ça qu'on a été solidaires dès le début et qu'on restera solidaires, parce qu'on pense que c'est pas humain que les gens n'arrivent pas à boucler leur fin de mois dans un pays aussi riche que la France.